vais essayer, bien que je sois bavarde, de faire une intervention au départ pas trop longue pour qu'on ait quand même que le temps principal soit pour après. Évidemment, pour parler de Marie Curie, de Pierre et Marie Curie, il faut parfois beaucoup de temps, surtout si on veut non seulement parler un petit peu de la vie, mais parler de la relation et de la portée sur la science. Je vais surtout parler de Marie Curie parce que il est certain que c'est un tournant. Elle va s'imposer à ses contemporains dans un domaine qui était, je dirais, plus que beaucoup d'autres, fermé aux femmes. Donc ça va quand même, ça explique qu'elle soit aujourd'hui un symbole de ce point de vue, et je crois qu'il ne faut jamais l'oublier. Elle a été, en fait, très heureuse de son travail, et si on pense à son parcours, eh bien, elle a été, avec Pierre Curie, une des actrices majeures de la révolution scientifique qui a fait éruption entre la fin du 19e, début du 20e siècle. Quand on pense à cette révolution scientifique, la plupart du temps, le symbole, et c'est normal, c'est Einstein. Je vais un peu parler de cette révolution scientifique, mais pas en partant d'un point de vue théorique, en fait, mais en parlant de la transformation de la physique et de la chimie expérimentale qui s'effectuent en parallèle, et les deux ensemble font la physique d'aujourd'hui, enfin tout au moins la physique du milieu du XXe siècle. Il y avait effectivement fort peu de chance pour que Pierre Curie, né à Paris en 1859, rencontre un jour Maria Sklodowska, née à Varsovie 8 ans plus tard. À 22 ans, Pierre Curie avait déjà, avec son frère Jacques, découvert la piézoélectricité. Il avait travaillé sur les phénomènes de symétrie, et son travail est maintenant reconnu comme très important, et puis il travaillait sur les propriétés reconnues, mal payées mais reconnues, lorsque Maria Sklodowska arrive à Paris en 1891 pour commencer des études supérieures. Alors, bon, je n'ai pas, ça ne marche pas hein, pour l'instant. Non, attendez, j'ai ça, mais vous croyez que ça marche? Non, bon, alors on verra la photo après. Je voulais vous montrer une photographie où on voit Marie à 16 ans avec sa sœur aînée. Marie était née donc en 67, dans une famille, on peut dire, de toute petite noblesse, avec très peu d'argent, enseignant l'un et l'autre. Elle perd sa mère quand elle a 11 ans, et c'est quelque chose qui la marquera beaucoup. Elle fait des études secondaires extrêmement brillantes en russe à l'époque, car la Pologne est divisée entre la Russie, la Prusse et l'Autriche-Hongrie à l'époque. Et elle souhaiterait faire des études supérieures, ce qui est aussi le cas de sa sœur Bronia. Mais on ne peut pas faire des études supérieures quand on est une fille à Varsovie, et il n'y a pas qu'à Varsovie. À l'époque, la plupart des universités européennes ne sont pas ouvertes aux filles. Il y en a quelques-unes, dont Paris. Et donc, elle voudrait aller à Paris, et il faut de l'argent pour aller à Paris. Marie propose un pacte à sa sœur, elle se place comme institutrice auprès d'une famille aisée et gagne de l'argent pendant plusieurs années pour que sa sœur aille la première commencer ses études à Paris. Celle-ci achève ses études de médecine et enfin elle peut accueillir à son tour Marie à Paris pour que celle-ci puisse commencer ses études. Elle s'inscrit donc à la Sorbonne. Francis, son prénom. Elle devient de Maria, elle devient Marie. Marie Sklodowska. Elle va faire des études commence à étudier les mathématiques et la physique. En fait, tout n'est pas gagné parce qu'elle se rend compte en arrivant
que malgré la préparation qu'elle avait essayé de se donner, elle n'est pas au niveau. Elle n'est pas au niveau. Donc, c'est une époque où elle travaille comme une forcenée au point de démolir sa santé, très déraisonnable, mais enfin comme ça. Et le résultat est que, eh bien, elle est reçue première à la licence de mathématiques, elle est seconde première à la licence de physique, seconde à la licence nuance, seconde à la licence de maths. Évidemment, elle ne passe pas totalement inaperçue. Et l'un de ses professeurs s'arrange pour pouvoir lui accorder ce qu'on appelle aujourd'hui une petite bourse, un petit contrat de recherche, pour qu'elle puisse rester en France un petit peu. Contrat de recherche qui porte sur comparaison des propriétés magnétiques d'un certain nombre d'aciers industriels divers. C'est un travail technique, d'une certaine manière. C'est important parce que Marie a besoin de conseils et c'est à cette occasion qu'elle va rencontrer Pierre Curie. Marie avait toujours eu l'idée qu'elle retournerait en Pologne apprendre aux jeunes Polonaises ce qu'elle avait appris elle-même à Paris. C'était ça son plan de vie. La rencontre avec Pierre Curie va finalement changer les choses. Alors, on n'a toujours pas de photo, tant pis. Heureusement, un professeur qui connaissait la famille Sklodowski et qui connaissait aussi Pierre Curie à Paris va les inviter tous les deux. Marie va être évidemment très contente qu'on l'écoute très sérieusement. Alors, il y a un physicien plus âgé qu'elle et qui l'impressionne. Mais le plus étonné des deux, c'est évidemment Pierre. De rencontrer une jeune fille tellement différente des autres. Il faut bien reconnaître qu'il ne pensait pas qu'une jeune fille pouvait s'intéresser à la science. Et par conséquent, le résultat, Marie est assez jolie aussi, le résultat est qu'il est conquis le jour même et que les mois qui suivent consistent à convaincre Marie qu'il faut qu'elle abandonne. Ah, nous y arrivons. Alors, je fais un petit retour en arrière, ou en avant. Pardon ? Alors, là, voilà la photo dont je vous parlais, de Maria qui est debout avec sa sœur plus âgée, Bronia, et j'en arrive à la deuxième photographie, qui est celle de Marie avec Pierre au moment de leur mariage. Je disais que Pierre, tout à fait conquis, Marie hésite, elle, parce qu'elle pense que son devoir est de retourner en Pologne et de rester. Elle y part pour les vacances, et Pierre, à ce moment, lui écrit plusieurs lettres qui sont, je dirais, à la fois argumentées et émouvantes. Je vous cite les trois lignes qui sont souvent connues. Ce serait une belle chose que de passer la vie l'un près de l'autre, hypnotisés par nos rêves. Votre rêve patriotique, notre rêve humanitaire et notre rêve scientifique. Le combat est là et finalement c'est le rêve scientifique qui l'emporte. Marie retourne à Paris et donc ils vont se marier en juillet 1995. Si on pense aux personnalités de Pierre et de Marie, je crois que c'est très difficile d'imaginer deux personnalités plus différentes. Pierre Curie était aussi rêveur que Marie était organisée. Mais évidemment, ce qui les rejoignait, c'est qu'ils partageaient le même amour de la science et les mêmes idées sur la famille et la société.
le fait qu'ils se complétaient admirablement l'un et l'autre. Leur collaboration scientifique, elle commence en 97, quand Marie, au lieu de prendre un poste dans l'enseignement secondaire, veut commencer un sujet de thèse. Et cette collaboration, elle s'arrête brutalement en 1906, quand Pierre Curie meurt dans un accident de circulation. Marie a alors 39 ans. J'en viens maintenant, si j'arrive à faire marcher celui-là, à ce tournant du siècle et à ce côté expérimental de la révolution scientifique. Vous voyez ici la célèbre première radiographie faite avec les rayons X découverts par Röntgen en 4... Ah, je ne suis pas sûr que ça marche. On va essayer. Maintenant, je ne suis plus très confiante. Ah si, ça marche. Miracle. Bon, donc c'est la première radiographie, les rayons X, 1895, découverts par Röntgen. Vous constaterez qu'entre 1995 et 1998, Becquerel découvre des rayons uraniques en 1896. Les rayons uraniques, ça ne vous dit rien, mais c'est ce qu'on considère aujourd'hui être la découverte de la radioactivité. En 1997, l'électron, ou plutôt la masse de l'électron comparée à l'atome par Thomson, et arrive la découverte du radium en 1998. C'est 4 découvertes extrêmement importantes dans un laps de temps très très court. Il faut mettre cela en rapport avec la situation de la physique à la fin du XIXe siècle. Eh bien, c'était une construction qui paraissait pratiquement achevée. On avait parcouru toute une série de problèmes et à tous ces problèmes, on avait l'impression d'avoir trouvé des solutions définitives, à tel point qu'il se disait il n'y a plus rien à découvrir, juste au moment où effectivement ces découvertes-là vont avoir pour résultat d'ouvrir un domaine complètement nouveau, celui des phénomènes qui sont totalement inaccessibles à nos sens parce qu'ils se déroulent à une échelle beaucoup plus petite. Remarque, les rayons uraniques, par exemple, c'est une découverte qui est passée pratiquement inaperçue à l'époque. La raison est simple. L'émission spontanée de rayonnement que Becquerel observe est extrêmement faible. Et Becquerel lui-même, au bout d'un an, après avoir fait un certain nombre de mesures, considère que le sujet est épuisé, il passe à autre chose, un sujet d'ailleurs fort intéressant. C'est à ce moment-là que Marie reprend le problème et ça va être le début vers la découverte du radium. Elle va travailler dans le laboratoire où on l'autorise à le faire, ce qui est tout à fait remarquable parce que les femmes ne mettaient pas les pieds dans les laboratoires à l'époque. Pierre Curie était professeur à l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris et il avait très peu de place pour travailler, mais on trouve un atelier désaffecté, c'est là que les travaux pour le radium vont être effectués. Alors, pour aller plus loin que Becquerel, il fallait 2 conditions. L'une des conditions, c'était de passer d'études assez qualitatives à des études quantitatives, mesurer quantitativement ce rayonnement de l'uranium si faible, vraiment très très faible et difficile à mesurer. Et la deuxième condition, c'était de se poser les bonnes questions. Et dans un travail de recherche, c'est souvent comme ça, le bon appareil et les bonnes questions. Alors, les bons appareils, en fait, c'est Pierre Curie qui va mettre au point la méthode expérimentale en se servant des travaux qu'il avait faits préalablement. Ici, ce sont les appareils originaux. Ici, à droite, vous voyez 2 petits plateaux. Vous mettez un couvercle de boîte de conserve par-dessus et ça vous fait une chambre d'ionisation primitive. Vous voyez au milieu un électromètre
et à gauche, à quartz piézoélectrique sur lequel je reviens à l'instant. Alors, eh bien la méthode, elle consiste à, évidemment, il faut mettre un produit, l'uranium, dans ce cas précis, oui, c'est le pointeur. Dans ce cas précis, on met la poudre d'uranium sur le plateau en bas, il marche cette affaire, oui, ça va, sur ce plateau-là, une différence de potentiel ici, et au lieu d'aller mesurer le courant, il se produit, le rayonnement déplace des charges, on a un courant ici, au lieu de le mesurer directement sur l'électromètre qui est là, on compense ce courant par un courant de signe opposé, voilà, que l'on pose en changeant l'attraction qu'un poids exerce sur un quartz. Un quartz piézoélectrique, vous tirez dessus, vous obtenez des charges sur une autre face. Bon, on combine cela, et ça a l'immense avantage de pouvoir mesurer, quand on connaît le poids et quand on connaît le temps pendant lequel on peut maintenir une compensation parfaite, on peut en déduire en valeur absolue combien de charges on a produites par le fameux rayonnement. Par conséquent, grâce à ce système, Marie, qui commence ses mesures, va pouvoir comparer des sels d'uranium et constater que oui, il y a d'autant plus le rayonnement qui est produit, mesure par cette méthode, est proportionnel à la quantité d'uranium qu'il y a dans chacun des sels. Ce qui veut dire que le phénomène d'émission spontanée de rayonnement est un phénomène atomique. Il suit l'uranium partout où l'uranium va. Donc c'est un premier résultat important. Mais maintenant, la question fondamentale que Marie et Pierre, mais principalement Marie, se posent, c'est cette propriété de l'uranium qui est extrêmement surprenante, parce que voir de rayonnement qui sort tout seul, c'est quand même un peu contraire à tous les principes de conservation du XIXe siècle. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres produits, d'autres éléments qui possèdent la même propriété? Donc, elle va chercher dans tous les produits chimiques possibles, dans tous les éléments connus, est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont la même propriété que l'uranium? Pour l'essentiel, échec, sauf pour le thorium, je ne m'y arrête pas. Et là, elle a l'idée, et c'est ça qui va ouvrir la porte, de revenir sur les minéraux de l'uranium. Elle regarde de la pechblende, qui est un minerai très connu, la chalcolite, et surprise, ces minéraux-là émettent beaucoup de rayonnement, beaucoup plus qu'ils ne devraient le faire si elle calcule la quantité d'uranium qu'il y a dans les minerais. Elle connaît la quantité d'uranium, il devrait y avoir 1, il y a 4, ou il y a 3, disons. Eh bien, première conclusion, les appareils ne marchent pas, et tout ce que j'ai fait avant ne vaut rien. Contrôle des appareils, les appareils marchent, et conclusion, je peux publier quelque chose. La première note du 18 avril, qui est signée exclusivement par Marie Sklodowska-Curie. Pierre Curie ne l'a pas signée, probablement en réfléchissant que lui étant connu, on considérerait que Marie était simplement son assistante technique. Et le fait que cette note ait été signée par seulement Marie a eu un rôle extrêmement important pour que, malgré le contexte de l'époque, sa contribution soit reconnue. Elle aurait pu ne pas l'être sans cela. Vous voyez, le directeur de thèse qui signe avec l'étudiant, ça fait parfois des dégâts. Et bien, ça n'a pas été le cas. La conclusion de la note de Marie, c'est ce qui est écrit là en toutes lettres. Tout porte à croire que ces minéraux contiennent un élément beaucoup plus actif que l'uranium.
reste à prouver. Et c'est à partir de ce moment-là que Pierre et Marie vont travailler ensemble. Vous les voyez ici avec le système électrométrique. Non. Vous les voyez ici avec le système électrométrique. Ils vont donc l'utiliser. Comment on fait quand on pense qu'il y a un élément inconnu? Les chimistes, ils font des séparations chimiques. Il y a des méthodes pour identifier de nouveaux éléments en disant ils sont plutôt de telle nature ou autre. Oui, mais très vite, les Curie se rendent compte qu'il y a un élément nouveau, mais il est vraiment à l'état de trace infime. Et c'est ainsi qu'ils mettent au point cette méthode qui consiste, on fait une séparation chimique et on regarde et on mesure ce qu'on appelle l'activité de chacun des morceaux. J'ai un précipité, j'ai un liquide. Bon, je mesure l'activité du précipité, je reconcentre le liquide, je mesure l'activité. Si l'activité est plus importante du côté du précipité, c'est que ma trace d'éléments inconnus elle est partie de ce côté-là, du côté de ces propriétés-là. Donc ils vont combiner de la chimie analytique, comme on dit, et des mesures d'activité, chose qui évidemment n'avait jamais été faite. Cette méthode, progressivement, va leur permettre de sélectionner des bouts, des morceaux, des substances, comme ils disent, qui sont de plus en plus actives, jusqu'au point où ils se rendent compte que ce n'est pas très loin du bismuth et qu'ils vont pouvoir annoncer en juillet la polonium. Ils donnent évidemment le nom de polonium à cause de la Pologne, en hommage à la Pologne, c'est certain. Et c'est dans cette note-là qu'il est écrit que le polonium est radioactif. C'est Marie qui a introduit ce terme pour caractériser la propriété d'émission spontanée de rayonnement. Voilà. C'est devenu la radioactivité. C'est maintenant un phénomène relativement général. De ce point de vue, le polonium, c'est une chose, mais les Curie se sont rendus compte qu'il n'y avait pas un élément inconnu, il y en avait deux. 6 mois plus tard, découverte du radium, dans un mélange où il y a du barium par ailleurs, découverte du radium en décembre 1998 avec Bémont, qui était leur collaborateur depuis quelques mois. Et dans le cas du radium, un spectroscopiste de Marseille arrive à voir une raie optique produite dans un spectre d'arc qui est d'autant plus intense que la radioactivité de la substance qui contient du radium est plus grande. Ça, c'est une méthode d'identification des éléments, c'est une raie inconnue, c'est une raie du radium. Donc, c'est une preuve d'un nouvel élément qui est plus forte que dans le cas du polonium, où ça n'avait pas été possible. Mais plus important que cela, à ce stade, on commence à avoir une idée des quantités réelles. Et on se rend compte, les Curie se rendent compte, que s'ils extrapolent et se disent quelle doit être l'activité des produits purs, du radium pur, du polonium pur, eh ben, il est des millions de fois plus importante que celle de l'uranium. Et quand ceci est annoncé dans les notes à l'Académie des sciences, c'est un choc dans l'ensemble des laboratoires qui existaient à l'époque en physique dans ce type de domaine. Tout le monde va se mettre à se précipiter pour travailler sur ces questions. Alors, au passage, quand même, il y a parfois dans le mythe, si j'ose dire, de Marie Curie sacrifiant sa vie à la science et ne faisant que ça. Eh bien, cette petite photo avec ma mère est là pour témoigner que oui, Marie Curie n'était pas toujours au laboratoire. Et je vous donne l'anecdote suivante. Pour elle et Pierre, en juillet, ils découvrent le polonium. Ils savent qu'il y a un deuxième élément à découvrir.
qu'est-ce que vous croyez qu'il faut? Eh bien, ils posent leurs appareils, ils laissent tranquillement le carnet de laboratoire de côté et ils partent en vacances. Avec la famille de Pierre, on part en vacances longuement et apparemment on recommence à travailler du côté du mois d'octobre, tout à fait tranquillement. Imaginez 2 minutes un chercheur aujourd'hui faire ça. Il y a une découverte à la portée de sa main, il part en vacances, il faut se reposer, on s'occupera de la découverte après. Eh bien voilà, c'est ce qu'ont fait les Curie à cette époque. Et bien, voilà, ma mère était beaucoup plus important à ce moment-là. Voilà, elle a une dent de plus ou pas. Marie avait un carnet où tout ça était marqué très soigneusement, au moins aussi soigneusement que ce qui se passait pour séparer le radium. Je dis ça parce que parfois, le sacrifice à la science, il faut quand même mesurer. Mais oui, parce que ça devient déraisonnable. Ceci étant, le radium, il n'était pas pur dans tout ça. Or, il était important de placer quelque part ce nouvel élément dans la table des éléments. Pour le faire, il n'y avait pas 56 solutions, il faut mesurer sa masse atomique. Pour mesurer ce qu'on appelait le poids atomique à l'époque, eh bien, il faut obtenir du radium pur. Alors, obtenir du radium pur, les Curie savent comment faire. Mais c'est faire 1000 fois ce qu'ils ont fait une fois ou deux, une fois 10 fois, pour arriver à avoir des produits déjà qui permettent de dire qu'il y avait des nouveaux éléments. En fait, ils vont mettre, c'est Marie qui le fait principalement, avec l'aide de Pierre, près de 4 ans, pour obtenir un chlorure de radium pur dont on puisse mesurer la masse atomique. Ça achèvera, ça va être cela, et avec ce travail, qui fera la thèse de Marie Curie, la mesure de la masse atomique. Ça, c'est fait dans ce hangar, qui, comme vous voyez, est très équipé, en particulier pas du tout équipé pour les traitements chimiques. Il n'y a pas de hotte. Et vous imaginez que plus il concentre du radium, plus tout est radioactif. Alors, je voudrais aussi ébrécher une légende. On vous dit, Marie Curie a traité 4 tonnes à la main, 4 tonnes de pêche-blinde. Eh bien non, elle n'a pas traité 4 tonnes de pêche-blinde. Ils se sont rendus compte très vite que c'était des quantités énormes qu'il fallait traiter. Donc, ils ont fait faire à l'extérieur de leur petit laboratoire, par une petite industrie qui était en contact avec Pierre Curie, ils ont fait faire des traitements préliminaires pour réduire ces 4 tonnes progressivement à 100 kg, 50 kg, des trucs comme ça. Et effectivement, Marie a touillé dans des chaudrons des kilos de matière et de matière radioactive, mais pas des tonnes. Fort heureusement, de toute façon, ça n'aurait probablement pas été possible. Donc, cette légende-là, il n'y a pas moyen de l'éteindre. Je la rencontre chaque fois que je parle de ça, mais elle n'est pas tout à fait exacte. C'est la phase finale du traitement. En fait, c'est une photographie qui est prise après l'obtention du gramme de radium. Ça, c'est une fiche sur laquelle il y a la masse atomique du radium, là au milieu. Et vous les voyez, c'est des cristallisations successives pour concentrer le radium. C'est tout à fait la fin de l'opération, là, des cuvettes. Alors évidemment, il faut espérer que là, les cuvettes n'ont plus de radium dedans quand la photo est prise, mais il est certain que le nombre, les milliards de becquerels qui ont dû être dans ce hangar est absolument faramineux. Alors, ça c'est juste une photo de journal pour vous illustrer d'une certaine façon, brusquement, quand Becquerel, Pierre et Marie Curie obtiennent le prix Nobel en 1903,
en fait 6 mois après la thèse de Marie Curie, qui est en juillet 1903. Brusquement, notoriété, tout le monde en parle. Comment donc, beaucoup plus que de Becquerel, parce que une femme et un homme travaillant dans un laboratoire, dans un pauvre laboratoire. Marie, naturellement, n'a pas de... Elle fait ça bénévolement, elle n'est pas payée, bien évidemment. Bon, et Pierre Curie n'est pas beaucoup payé non plus dans cette école. Eh bien, bon, alors c'est le mythe autour. Vous voyez, les pauvres qui obtiennent un résultat extraordinaire, donc ça fait irruption. Dans le prix Nobel, ce que je veux quand même vous dire, c'est qu'il y a toujours une explication. Les comités Nobel donnent une explication. Pourquoi on vous donne le prix Nobel? Eh bien, on remarque qu'alors que tout le monde commence à fantasmer, si vous me permettez l'expression, autour du radium, eh bien, le comité Nobel ne dit pas un mot du radium. Le comité Nobel salue les travaux de Curie sur la radioactivité. Alors, il y a une vingtaine d'années, on a ouvert les archives du comité Nobel, on a compris que le comité Nobel de physique et le comité Nobel de chimie s'étaient battus pour savoir qui aurait la radioactivité. Ça a été la physique qui a eu la radioactivité, à condition de ne pas parler de radium. Et dans le même temps, on s'est rendu compte que, naturellement, les comités Nobel, on leur fait des propositions. Et bien de France, la proposition qui était venue de l'Académie des sciences, c'était Becquerel et Pierre Curie. Pas de Marie Curie, nommée. C'est heureusement un académicien suédois, Mita Gleffer, qui, très scandalisé de cela, a écrit à Pierre Curie, qui a évidemment immédiatement protesté, et ils se sont débrouillés pour raccorder les choses de telle façon que ce soit appris pour Pierre et Marie Curie. Mais c'est pour vous noter comment pouvaient être les choses à l'époque. Alors, je ne veux pas, parce que pas passer trop de temps, il y a énormément, j'ai dit que les laboratoires dans le monde entier se mettaient à travailler sur la radioactivité, commençaient à chercher de nouveaux radioéléments, à chercher des propriétés des rayonnements, etc. Ce sont le physicien Rutherford et le chimiste Frédéric Soddy qui font le pas décisif, toujours d'ailleurs dans ces années, toujours en 1903, et qui comprennent que la radioactivité est la transformation d'un élément chimique en un autre élément chimique avec émission de rayonnement. Ce fameux rayonnement spontané, c'est la transformation d'un atome en un autre atome. En fait, on sait plus tard que ce n'est pas un atome en un autre atome, c'est le noyau d'un atome dans le noyau se transforme en un autre noyau d'un autre atome. C'est à ce niveau-là. Mais à l'époque, c'est un élément chimique en un autre élément chimique. Dans le même temps, en étudiant les rayonnements, on comprend que dans ce fameux rayonnement, c'est soit l'émission d'hélium, en fait, d'hélium sans électrons, c'est-à-dire la radioactivité alpha, soit la radioactivité bêta, c'est-à-dire l'émission d'un électron. On se rend compte qu'il y a aussi, on avait cru que la radioactivité, c'était un phénomène stable, toujours le même. L'uranium, c'est pratiquement le cas vu pour nous. Mais on s'aperçoit que la plupart des radioéléments qu'on découvre, ils décroissent. C'est le cas du polonium en particulier, qui décroît, 140 jours de période. Bien, plus tard, on saura, là, on a des transformations spontanées d'un noyau en un autre noyau, on saura plus tard faire des transformations artificielles, c'est-à-dire des réactions nucléaires. Alors, je vais dire quatre mots des conséquences.
puisque le mot pluridisciplinarité est très, très à la mode aujourd'hui. On peut dire chimie physique, c'est pluridisciplinaire, mais les répercussions, c'est beaucoup plus que ça. En particulier, cette radioactivité naturelle, produite, que l'on observe dans le cas de l'uranium et du thorium, qui sont des éléments qui existent sur et dans la Terre, c'est une source de chaleur. Et la radioactivité va permettre de stopper, de donner une solution à une controverse qui traînait depuis des années entre les géologues et les physiciens. Les physiciens, ils calculaient, la Terre a été au départ une boule extrêmement chaude. Je calcule comment elle se refroidit avec le temps. Et Lord Kelvin, qui était un très grand physicien fort connu, eh bien, il calculait que la Terre ne pouvait pas avoir plus de 100 millions d'années. Les géologues, et d'ailleurs Darwin aussi, trouvaient, quand ils étudiaient la croûte terrestre, le temps que tout ça sédimente, vous voyez, toute l'étude de la géologie conduisait à l'idée, on ne savait pas l'âge de la Terre, mais ça devait être plutôt 2 milliards d'années. Donc il y avait un désaccord fondamental entre deux disciplines sur quelque chose de tout de même très important, à savoir quelle est l'histoire de la Terre. Eh bien, avec la radioactivité, on calcule que la chaleur émise par l'uranium, le thorium, ça suffit à empêcher la Terre de se refroidir à toute vitesse. Et conclusion, oui, ce sont les géologues qui ont plutôt raison. Et les physiciens, il faut qu'ils remettent les choses en cause parce qu'il y a une source de chaleur qu'ils ne connaissaient pas. Plus tard, les périodes de décroissance des éléments permettent de calculer, de mesurer l'âge de la Terre avec précision, mais il faudra au moins 20 ans de plus. Il y a aussi direction les applications médicales qui ne sont pas encore développées, mais Pierre Curie, mais pas lui seul, dans d'autres pays, c'est la même chose, commence à donner des sources radioactives à des médecins qui essayent de brûler des maladies de peau dont on n'arrive pas à... Et on voit que ça fait de l'effet. Et on se dit, on va peut-être pouvoir attaquer les tumeurs cancéreuses par cette méthode. Là aussi, c'est début de siècle, c'est un début où, j'allais dire, on essaie sur des gens qui sont condamnés. Ça c'est clair. Il faudra 20 ans avant que ça commence à devenir le début d'une radiothérapie très importante, mais c'est le début. Que je ne développe pas trop, parce que sans ça, je vois que ça va filer. Alors, cette photographie, ce n'est pas une photographie, c'est un dessin de l'illustration, c'est le premier cours de Marie Curie. En avril 1906, effectivement, Pierre Curie, qui était très souvent distrait, il pleut, son parapluie, il tombe sous les roues d'un camion hippomobile, il est tué sur le coup. C'est un effondrement, évidemment, pour Marie. Ça aurait pu être la fin de son travail scientifique. Heureusement, devant le choc, l'émotion que produit la mort de Pierre Curie dans la communauté des physiciens, il y a une décision qui va être prise, et très vite, par la faculté des sciences, approuvée par l'université. On nomme Marie Curie directrice du petit laboratoire qu'avait Pierre Curie. On la nomme chargée de cours, et 2 ans après, elle sera professeure à la Sorbonne, la première professeure à l'université. C'est une transition contre toutes les traditions, dans des conditions très particulières, dont Marie est parfaitement consciente. Elle a un journal intime dans lequel elle dit ses pensées après la mort de Pierre. Et il y a une phrase terrible où elle dit, à la fin de ce cours, il y a des gens qui sont venus me féliciter. Et c'est bien qu'elle est là, parce que son mari n'est plus là.
Ceci étant, la leçon inaugurale est en même temps Oui, les journaux s'en mêlent. Et les journaux disent c'est une victoire du féminisme. On dit par exemple, on décrit Marie Curie qui, après avoir fait son exposé, ressort modeste et simple. Alors, rien que ces phrases, modeste et simple, que voilà des qualités bien féminines, n'est-ce pas, modeste et simple. Bon, je ne suis pas très sûre que Marie Curie était modeste. J'en suis pas du tout sûre. En tout cas, si elle l'était, elle était parfaitement consciente de sa valeur. Ce qui, bon. Et il y a une phrase d'Anatole France qui commente ce cours de façon ironique vis-à-vis des collègues mâles, où il explique que puisque les femmes donnent maintenant l'enseignement aux étudiants des deux sexes, où sera la supériorité de l'homme mâle? En vérité, je vous le dis, les femmes vont devenir des êtres humains. Ça, c'est Anatole France. Et pas mauvais, comme quoi la radioactivité mène à tout. La radioactivité mène à tout. Rapidement, Marie est veuve avec 2 enfants, ce qui n'est pas simple. Elle est soutenue par sa famille et par le frère de Pierre Curie, beaucoup. Elle va poursuivre le travail, elle va poursuivre son travail, notamment de chimie. Elle va poursuivre tous ses efforts pour avoir un grand laboratoire, pour développer les études de radioactivité. Ça sera l'Institut du radium, mais avant d'aboutir à ça, arrive le prix Nobel de chimie. Alors, le prix Nobel de chimie, voilà la revanche des chimistes. Oui, où est-ce que je trouve cette belle phrase? Donc là, les chimistes, effectivement, soulignent l'importance du radium et son rôle, salue les services rendus à l'avancement de la chimie par la découverte du radium, des éléments radium et polonium, pour avoir isolé le radium et étudié la nature et les composés de cet élément remarquable, à l'époque considéré comme l'élément le plus important après l'oxygène. C'est la rupture pour les chimistes. Alors bon, voilà, là, les chimistes ont salué le prix Nobel du radium. Ça peut paraître, avec les yeux d'aujourd'hui, parfois étonnant, mais il faut se rendre compte que le radium a joué un rôle central dans tous les travaux de radioactivité dans le monde entier et dans le développement des débuts de la physique nucléaire jusqu'à la Deuxième Guerre. C'est le point d'ancrage auquel se raccordent, on peut dire, toutes les connaissances nouvelles. C'est comme cela qu'on le conçoit et qu'on en a besoin, pas seulement pour les applications pour le cancer, qui vont être très importantes. En fait, donc cet accent mis là-dessus est réellement nécessaire. Très rapidement arrive malheureusement la Première Guerre mondiale. Marie va laisser de côté la radioactivité pendant ces 4 années-là pour s'employer à multiplier des postes de radiologie rayons X pour repérer les projectiles dans le corps des blessés. Et elle va utiliser l'Institut du radium comme base de formation pour des stages d'infirmières, pour justement faire des manipulateurs, des manipulatrices des appareils à rayons X. Aujourd'hui, quand on passe une radio, on appuie sur un bouton et puis il n'y a pas besoin d'une qualification extraordinaire pour appuyer sur le bouton, mais faire marcher des appareils à rayons X en 1914-1918, alors que les jeunes femmes qui faisaient ça n'avaient pas plus de formation scientifique de départ que ce que leur donnait Marie et d'ailleurs ma mère à l'Institut du radium, le tout en 6 semaines, eh bien, c'était des appareils de laboratoire très difficiles. Donc elle déploie énormément d'efforts là-dessus. Je ne perds pas le fil.
Oui, les voilà juste après la guerre sur le balcon de l'Institut du Radium. Le point que je voudrais souligner, c'est qu'à cause de la guerre, Marie Curie est sortie du petit milieu d'amis et de professionnels qu'elle connaissait et dans lequel elle était à l'aise, et toute personne extérieure lui faisait très peur. Elle a côtoyé des gens de toutes sortes pendant. Et elle sort de la guerre avec une assurance pour se tourner vers l'extérieur qu'elle n'avait pas auparavant. C'est d'une période très difficile parce qu'il n'y a pas d'évidemment. Vous imaginez qu'en 18, qu'il s'agisse de la France, de l'Allemagne ou autre, tout est en triste état, il n'y a pas de moyens, etc. Il y a aussi une grande difficulté à faire de nouveau les scientifiques des anciens pays ennemis se parler. C'est extraordinairement difficile. Marie va accepter d'être la vice-présidente d'une commission de coopération internationale intellectuelle qui est destinée à travailler justement à rétablir les conditions de contact, de la paix, etc. Elle va travailler très sérieusement à cette affaire et elle va proposer en particulier, ce qui était une grande innovation à l'époque, mais qui ne sera pas faite concrètement, des bourses de recherche internationales pour que des jeunes gens et jeunes filles n'ayant pas de moyens puissent venir d'un laboratoire à l'autre, essayer de devenir chercheurs au moins 1 an ou 2 pour voir si ça marche, alors qu'ils n'auraient jamais pu le faire sans cela. Dans la même période, là je vais terminer rapidement, en vous montrant 3-4 photographies. Celle-ci évoque le voyage triomphal de 1921 qu'elle fait aux États-Unis. Une journaliste féministe américaine a lancé une grande campagne de souscription pour payer et offrir à Marie Curie 1 gramme de radium qui coûtait des sommes fabuleuses. Et Marie n'avait pas le radium qu'il lui fallait pour travailler dans son laboratoire. Elle avait utilisé le radium pour les applications médicales, le lancement de beaucoup de choses. Elle n'avait plus de... Bon, alors vous la voyez ici sur les escaliers de la Maison Blanche au moment de cette fameuse réception. Alors bon, c'est un peu... Voilà, vous voyez comment elle est attifée. Et là, vous la voyez en train de visiter l'usine de Pittsburgh avec des collègues. Et vous la voyez en train de discuter. Manifestement, ce n'est pas tout à fait la même personne. Celle qui est là, et puis celle qui est là. Celle qui est là, c'est la vraie. Celle qui est ici, là, en train de discuter. Et elle connaît son sujet, de toute évidence, plus que qu'en descendant les escaliers. Là, c'est aussi 1921. La photo est plus tard, mais c'est une chose auquel Marie tenait beaucoup, c'est le développement des applications des rayonnements et des rayonnements du radium. Ça va être la création de la Fondation Curie, qui est aujourd'hui devenue l'Institut Curie, après un assez long trajet. Évidemment, Marie n'est pas médecin. Il ne faut pas lui attribuer les mérites qui sont ceux du directeur de la section, de la partie médicale de la Fondation Curie, qui est le docteur Regaud, que vous voyez ici, qui, avec son équipe, on peut dire, fait de l'utilisation des rayonnements quelque chose de raisonné, de quantifié, des doses. Bon, on commence à soigner avec des conditions où on sait ce qu'on fait et les résultats suivent. On fait soit de la curithérapie, c'est-à-dire du traitement de rayonnement par contact avec un produit radioactif, soit des traitements avec des faisceaux que l'on produit avec ces bombes au radium, où il y a plusieurs grammes de radium, des milliards de becquerels là-dedans. On n'a pas d'accélérateur, évidemment, à l'époque. Alors, si on prend les dernières années de Marie, je vais conclure pratiquement, j'espère, là-dessus, si je n'ai pas perdu... voilà. L'essentiel de la vie de Marie jusqu'à son décès en 1934, c'est la direction de son laboratoire.
laboratoire, il y a quand même une trentaine de personnes, des chercheurs, ce qu'on appelle aujourd'hui des chercheurs et des techniciens. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le petit laboratoire où elle a commencé à travailler à l'école de physique et chimie. Vous voyez la transformation de cette science, et d'ailleurs d'autres, oui, en moins de 30 ans. C'est un bond considérable. Il y a 3, 4 laboratoires à Berlin, à Vienne, à Cambridge, qui sont du même genre, en train de travailler là-dessus. On a fait évidemment des progrès considérables, que je ne vais pas dire. On a compris juste avant la Première Guerre qu'il y avait un noyau dans l'atome. Mais quand on arrive dans les années 20, on ne sait toujours pas à quoi ressemble ce noyau. Pourquoi il concentre toute la masse de l'atome pratiquement, on ne comprend pas comment ça marche tout ça. Il va y avoir une explosion réellement de découvertes dans le début des années 30, et Marie aura la joie de constater que sa fille et son gendre vont y prendre une part importante dans cette cascade de découvertes. Alors, je vous montre cette photographie elle est célèbre dans le milieu histoire et sciences. C'est la réunion des participants du Conseil de physique Solvay en 1933. Eh bien, à quelques exceptions près, il y a 3 femmes, Marie Curie, Irène Joliot-Curie et Lise Meitner, qui est là. Mais si on regarde l'ensemble, à 2-3 exceptions près, ils sont tous ou seront prix Nobel. Tous ceux qui sont là. Je crois qu'il n'y aura plus jamais une réunion de ce genre. Alors, il y a quelques théoriciens, Einstein n'est pas là, mais il y a Bohr, il y a Heisenberg, etc. Enfin, on trouve les grands théoriciens, mais on trouve les grands expérimentateurs des différentes générations. Bon. C'est à cette occasion que Rutherford, qui est à l'époque le physicien qui est visiblement le plus respecté de ce domaine, a cette phrase. La théorie est faite pour expliquer les faits, elle n'a pas à prédire les faits. Et il dit ça à l'occasion de la découverte de l'électron positif, qui a été la première particule d'antimatière, qui a été faite justement quelques mois avant ce Conseil Solvay. C'est une découverte expérimentale. L'expérimentateur, il ne savait pas que Dirac, comme théoricien, dans un papier très compliqué, avait admis qu'il pouvait y avoir une particule de ce genre. Alors, c'est pour dire que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, dans toutes ces périodes, eh bien, c'est l'expérience qui est la force motrice de l'avancement de ces domaines. Quand je suis rentré dans un laboratoire de physique nucléaire en 1949, les choses avaient changé. La maturité des disciplines avait fait que l'équilibre théorie-expérience, voilà, c'était l'époque de l'équilibre théorie-expérience. De les débuts du radium jusqu'à un peu après, disons 2-3 ans après cette-là, c'est l'époque où les expérimentateurs avancent et les théoriciens courent derrière. C'est un petit peu comme cela. Il y a beaucoup de choses ont été aussi possibles parce que les appareillages se modifient. Alors, côté Institut Lam, ça se modifie, mais pas que là. Il y a la chambre à brouillard, chambre de Wilson, il y a une manière de voir les particules. Bon, il y a des montagnes de choses. Mes 2 dernières réflexions, c'est justement sur le fait que Irène et Frédéric Joliot-Curie, comme vous voyez ici, vont découvrir, ont fait plusieurs découvertes importantes, notamment à l'approche de la découverte du neutron, mais découvrent en 1934, 6 mois avant le décès de Marie Curie, découvrent ce qu'on appelle,
ce n'est pas un excellent terme, la radioactivité artificielle, c'est-à-dire la possibilité de transformer un noyau en un autre noyau qui soit radioactif et qui ne soit pas un des radioéléments naturels. Pendant des années, on a pensé qu'on ne pouvait pas faire d'autres isotopes radioactifs que ceux que donnaient les radioéléments naturels. Ils font ça, ils font un phosphore radioactif, un azote radioactif. Ils auront le prix Nobel de chimie pour cela en 1935, et ça ouvre des perspectives considérables. Au niveau, on comprend qu'on va pouvoir faire de grandes quantités d'isotopes radioactifs de tous les éléments possibles, et pas seulement les éléments lourds. En cherchant les éléments côté uranium, la découverte de la fission en Allemagne aura des conséquences énormes. Derrière, avec la fission, on peut faire une réaction en chaîne. Avec les réactions en chaîne, eh bien, on ouvre la porte à l'énergie nucléaire, aussi bien l'arme que la production d'énergie, il faut bien le dire. Mais c'est extrêmement important dans d'autres domaines. En particulier, ça se répercute dans les études qu'on appellerait aujourd'hui l'astrophysique, comprendre comment les éléments se produisent dans la nature. Les éléments chimiques se produisent dans l'histoire des étoiles et dans l'histoire de l'univers. Ça, c'est un autre élément. Et enfin, ça donne à la méthode des traceurs ou indicateurs radioactifs qu'avait découvert Evesi en 1913 une porte grande ouverte pour des applications innombrables. En particulier, c'est le tout début de la biologie moléculaire. C'est vers cela qu'une partie des biologistes se dirigent, et les indicateurs radioactifs ont été pour eux des outils absolument décisifs. Donc les conséquences côté biologie vont être considérables, et je dirais par répercussion aussi sur la médecine. Aujourd'hui, la médecine nucléaire est basée sur l'utilisation d'isotopes radioactifs. En concluant cela, et naturellement c'est un peu long, en concluant cela, je voudrais revenir sur la science. Je crois que ce qui est frappant, puisque je suis amené à en parler assez souvent, tantôt de Marie Curie, tantôt des Joliot, tantôt de ci, tantôt de ça, eh bien, on se rend compte qu'on part avec Pierre et Marie Curie d'une période où, je dirais, on voit tellement de succès scientifiques qu'on attend tout de la science, à certains points de vue. Laissons la science se développer, et ça réglera tous les problèmes. Tout le progrès de l'humanité dépend de la science. On croit au progrès, on est convaincu, c'est très profond chez Pierre et Marie Curie, convaincu que la science est un élément majeur pour le progrès de la société. Pierre Curie, malgré tout, et c'est le premier, il y a peu d'autres personnes qui ont exprimé cela dans les premières années du XXe siècle, il termine sa conférence Nobel en balançant les choses, c'est-à-dire en disant une découverte a des conséquences importantes, et ces conséquences, elles ne sont pas forcément toujours utiles, bénéfiques. Il dit, dans des mains criminelles de ceux qui veulent la guerre, etc., le radium peut devenir très dangereux. Avec la conclusion qui reste dans l'esprit, l'humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. Quand on arrive au Joliot-Curie, on est au moment où ils réfléchissent à ces choses, c'est l'entre-deux-guerres et c'est l'après-guerre. L'aspiration et même la conviction que la science est indispensable au progrès, elle est plus forte que jamais. Il y a une continuité dans la pensée de Joliot-Curie par rapport au Curie. Mais il y a plus nettement, clairement, cette idée
Mon père l'exprimait comme ça dans l'après-guerre, après la bombe d'Hiroshima. Le temps n'est plus où le scientifique pouvait simplement dire voilà ce que j'ai trouvé. Il doit se préoccuper de l'utilisation de ses découvertes. Bon, moi, j'ai été élevé dans ces... voilà, j'ai été élevé avec ça, et je garde la conviction aujourd'hui que le progrès scientifique, la science fondamentale, la recherche de connaissances, c'est une beauté pour elle-même, mais en même temps, c'est un élément majeur des possibilités de progrès de nos sociétés. Mais ce n'est pas une condition suffisante. Quand je vois la situation aujourd'hui, qui a un peu, avec tant d'interrogations, qui arrive à mettre en cause l'idée de progrès. Après tout, nos enfants pourraient vivre plus mal que nous vivons aujourd'hui. C'est une chose que je n'ai jamais connue, jamais pensé une chose pareille avant d'arriver aujourd'hui. Ce n'est pas possible de voir le monde comme ça. Donc il faut recaler la place de la science sans vouloir penser qu'elle va régler tous les problèmes, c'est évident, mais il ne faut pas non plus en arriver à avoir une telle peur de la science que dans certains cas, on se bloque complètement quant à son utilisation. Alors comment faire ? Je crois que ça, c'est un grand débat. Je n'ai pas la solution ni à cas. Il n'y a pas de solution ni à cas là-dedans. Mais ce sont des choses auxquelles il faut vraiment réfléchir. Il faut réfléchir que le travail scientifique, c'est un travail en lui-même qui demande d'être préparé à cela. Moi, si on me demande mon avis sur qu'est-ce qui se passe sur un truc de biologie, je suis désolé, je réponds, je ne sais pas. Ce n'est pas en lisant 3 articles de biologie que je vais dire « Monsieur Machin, il a raison » et « Monsieur Machin, il a tort ». On a assisté à des choses de ce genre. Les journalistes vous mettent sur la place publique des controverses qui sont réellement scientifiques. Bon, ça n'amènera à rien. Je veux dire, il y a un débat scientifique qui est, je dirais, interne à la science. Et puis, il s'en mêle avec un débat qui doit porter sur qu'est-ce qu'on fait avec la science. Alors, ce débat-là, ça doit être un débat démocratique. Il faut articuler l'un avec l'autre. Mais il ne faut pas tout mélanger. Car au lieu de faire avancer les solutions, on ne fait que faire du surplace. C'est vrai que depuis une trentaine d'années, on tourne un peu en rond sur un certain nombre dans la manière d'aborder les choses. Je crois que, ça je le dis quand je fais une conférence qui s'appelle La culture et la démocratie, eh bien je le termine en disant que la culture scientifique dans la culture, il ne s'agit pas de connaître des lois par cœur, ce n'est pas le problème. C'est la science dans la culture. Et la culture, ce n'est pas l'encyclopédie. C'est aujourd'hui, pour l'ensemble de la société, aussi nécessaire que le fut l'alphabétisation pour le développement et le maintien de la démocratie. C'est une question clé et voilà, pour moi, c'est ultra important. Merci. Bon.